Nous avons la petite introduction sur le rapport entre l'actualité et la thématique de la soirée qui est tout trouvé, qui va nous être effectué ce soir par Louis Guadet, et ensuite, pour 5-7 minutes maximum, et ensuite Marie-Noëlle interviendra, et normalement nous aurons le temps d'avoir échange et questions avec vous avant la fin de la séance qui doit se dérouler à 21h. Louis, je te passe la parole. Bonjour à tous. D'abord, je voulais te féliciter pour ton sens de l'actualité. C'est quand même absolument prodigieux. Enfin, ça devait être il y a 15 jours et là, ça va être des événements. Deux, trois remarques. D'abord, j'ai remarqué que maintenant, dans le logo du PS, il y avait un tout petit marqué en dessous social écologie. Tout le monde a bien vu ça, j'espère. Donc, vous voyez, le point est rose et en dessous marqué social écologie, ce qui semble peut-être prouver qu'on va s'y intéresser. Deuxième commentaire sur l'état d'urgence. Alors tout le monde sait que c'est l'état d'urgence. Moi j'aurais tendance à dire que c'est l'état d'urgence climatique, mais je dois me tromper probablement aussi. Et je terminerai par une phrase, une publicité que j'ai vue l'autre jour qui me semble assez pertinente à propos de la COP21 qui dit « Plus tard, il sera trop tard ». Ça me semble effectivement tout à fait résumer la situation. Alors, pour démarrer, d'abord le constat que tout le monde connaît, mais je le fais très vite, notre planète et ses habitants sont confrontés depuis quelque temps à des phénomènes que l'on voit bien, l'élévation significative de la température. On vient d'ailleurs d'établir un record, maintenant on est passé en moyenne à plus 1 degré par rapport au début du siècle. La montée des eaux marines, et en particulier dans les deltas. Troisième phénomène, la fréquence et la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire désertification et ouragan de l'autre, et puis diminution de la biodiversité. Bon, voilà à quoi on est confronté. Ces phénomènes sont en train de s'accroître, de s'aggraver de façon exponentielle, puisque le réchauffement lui-même entraîne d'autres phénomènes qui concourent au réchauffement. Vraiment, le facteur. Alors, j'en ai cité deux, mais vous en connaissez deux. La banquise, la fonte de la banquise, qui évidemment fait monter le niveau des eaux, et élever la température de la mer, ce qui veut dire que tout ça, ça va se dilater. Et puis aussi, en parallèle, l'apparition du permafrost, en particulier en Sibérie. C'est-à-dire qu'on approche du seuil d'emballement, et si ça devait se vérifier, juste pour citer un chiffre, celui qui est donné de plus 5, plus 6 degrés d'ici la fin du siècle. Plus 5, plus 6, c'est-à-dire que nos deux seraient balayés, etc. Ce qui veut dire que des métropoles, celles du bord de la mer, seraient rayées, alors Shanghai, Bombay, Hong Kong, New York, etc., j'en passe. Des zones importantes de pays seraient inondées, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, l'Indonésie, et en Europe, les Pays-Bas, et effectivement un peu du sud de la France. Alors là, je ne me trompe pas de chiffres, des centaines de millions de réfugiés climatiques. Des centaines de millions. Là, on n'est plus dans l'échelle où tout le monde pleure parce qu'il y en a 1 million. Là, c'est des centaines de millions, j'insiste un tout petit peu. Ça veut dire que, il est plus qu'urgent d'agir, et je reviens sur ce que je disais au début, c'est-à-dire plus tard, il sera trop tard. Les causes, évidemment, maintenant, sont à peu près unanimement reconnues, grâce aux travaux du GIEC. Juste une parenthèse, je trouve assez remarquable cette liaison entre les scientifiques et le politique, chacun faisant maintenant attention à ce que dit le GIEC, qui a reconnu, à part quelques fous furieux comme Allègre, des gens comme ça, qui ne connaissent pas. La responsabilité, c'est le gaz à effet de serre, qui donc fait une serre autour de la Terre et augmente la température. Le gaz à effet de serre principal, c'est le gaz carbonique, CO2, d'origine humaine, puisqu'il provient de la combustion des carburants carbonés fossiles, aussi bien charbon, pétrole, gaz, tout ça. Deux remarques, 80 gigatonnes. Gigatonnes, c'est 10 puissance 9 giga. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, ce chiffre absolument qui dépasse. 80 gigatonnes ont été émises, et la concentration vient elle-même d'établir un nouveau record, 400 ppm dans l'atmosphère, 400 ppm de CO2.
Alors, par rapport à ça, la communauté mondiale tente de se mobiliser par l'ONU, et je regarde mes notes là, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, la COP, elle est 21 parce qu'il y en a eu 20 autres avant. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 92, Kyoto en 97, qui avait été concrétisé par un protocole qui n'avait pas été signé ou approuvé tout au moins par les deux pays les plus pollueurs du monde, c'est-à-dire à la fois les États-Unis et la Chine. Et à Copenhague, l'objectif d'une élévation a été 2 plus 2 degrés, a été adopté. Donc on comprend bien toute l'actualité de cette COP21, même si les gens ne s'y intéressent pas parce que c'est trop loin, parce qu'on verra bien, parce que je ne sais pas quoi, enfin, tu en diras plus que moi là-dessus, enfin, je veux dire, on comprend bien quand même la nécessité, ou l'impérieuse nécessité de cette COP. Je vous lis son objectif. Hein. L'enjeu est de taille, il s'agit d'aboutir pour la première fois à un accord universel et contraignant. Universel, pardon, oui c'est ça, et contraignant, tu as tout à fait raison, permettant de lutter efficacement contre les règlements climatiques, etc. Avec une date objective qui est 2020. 140, enfin, dans les dernières notes que j'avais, il doit y en avoir un peu plus maintenant, 146 pays, donc sur les 100, je ne sais plus combien, 95, avaient envoyé leur copie à la COP21. 146 pays qui représentent plus de 90% des émissions, et quand on fait le total de des propositions qui ont été faites, on arrive à une élévation de plus 3 degrés, et non pas plus 2. Alors que pas mal de gens commencent à dire déjà que plus 2 serait beaucoup, et que si on arrivait à 1,5, ça serait pas mal. Donc voilà ce que un très rapide tableau, mais je vais maintenant passer un certain nombre de questions que je voudrais poser, que j'ai envoyées avant, parce que je vous ai remarqué par une autre. Alors sur la COP elle-même, sur la COP21 elle-même, critères et probabilité de succès. On arrive à quelque chose ou pas. Un accord contraignant qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les pays sont susceptibles de le réaliser, est-il possible? En particulier les États-Unis, je rappelle qu'ils ne voudraient pas signer un traité, puisque tout traité par les États-Unis devrait être ratifié par le Sénat, où les démocrates n'ont pas la majorité, donc, et où les républicains s'opposent systématiquement à tout ce qui concerne cette COP et de façon générale toute la limitation des combustions des carburants fossiles. D'autres choses qu'il ne faut pas oublier là, est-ce que cette COP arrivera à mettre en place une procédure de suivi? C'est-à-dire, on dit quelque chose maintenant, et est-ce qu'il y a des procédures pour dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce qu'on voudrait voir où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la fameuse histoire de la mobilisation de 100 milliards de dollars par an, à partir de 2010. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, 100 milliards, on rigole plus, merci. L'autre volet, si des fois ça ne marche pas, que se passerait-il en cas d'échec? Il est sûr que c'est les pays les moins développés qui subiraient en premier l'échec et la montée des températures. Ensuite, un commentaire là, qui m'est assez personnel, mais que je fais quand même. J'ai un peu trouvé dommage que la société civile soit un peu brimée ou plus ou moins empêchée de participer à cette COP21. Alors je comprends bien la sécurité, je comprends bien tout ça, mais donc je veux dire, c'est quand même la société civile, si on passe pas, il faut bien qu'on passe par elle quand même à un moment donné. Hein, alors maintenant, deuxième commentaire sur l'environnement capitalistique. Il y a des gens qui disent que c'est le système qu'il faut changer, pas le climat. Je voudrais que tu donnes un avis là-dessus. Comment lutter contre le lobbying et la soif des gains immédiats de tous ceux qui sont directement intéressés actuellement par les industries extractives et de distribution, le pétrolier, etc. en particulier. Comment engager les transitions écologiques et énergétiques, parce qu'il faudra, si on veut y arriver, il faut quand même trouver le moyen. Que penser du scénario négawatt? Je rappelle que le scénario négawatt dit que on y arriverait sans
modification majeure, mais en pensant bien à l'origine, c'est-à-dire de la consommation d'énergie. Et puis un dernier sujet sur l'environnement fiscal. Bien sûr, ça suppose des fiscalités appropriées, taxes sur les transactions financières, mais pas 0,001%, hein, quand même, on parle d'un côté, et puis fiscalité écologique de l'autre. Sur le carbone, va-t-on vers un marché ou va-t-on vers une taxe? Il est clair que l'échec absolument lamentable de l'écotaxe ne favorise pas une taxe carbone. Et enfin, quand même, cette limitation d'énergie suppose des questions beaucoup plus globales. J'en pose une au hasard comme ça, compatibilité avec le TAFTA. Je rappelle que le TAFTA, qui est le libre-échange généralisé, suppose que tout le monde se produit partout, on déplace sans arrêt, ce qui fait que la botte de Cresson fait 5000 km avant d'arriver. Bon, je caricature un peu, mais enfin, il y a de ça quand même. Lutte contre la politique du jetable. Depuis quelques années, l'économie capitaliste, disons pour aller vite, est centrée sur le jetable. Lutte contre la priorité de croissance à tout prix, et donc, d'un moment à un autre, lutte contre le néolibéralisme. J'ai fini mes questions. À toi. Merci Louis. Alors, je vais donc prendre la suite. J'ai fait un exposé qui est complètement centré sur l'aboutissement de la COP21, des enjeux de changement climatique au niveau mondial. J'ai peu dégagé d'éléments sur comment il faudrait agir en France, parce que je pense que ce qui est d'abord important, c'est d'évaluer comment ça va évoluer, comment cette COP21 va bouger, dans quel sens, être un succès ou pas. Et je pense que ce sera utile qu'on fasse une autre séance de formation sur, après la COP21, comment on se mobilise en France et en Europe, quelles perspectives nouvelles. Je dirais quand même comment je pense que l'après-COP21 doit nous mobiliser au niveau mondial, nous les socialistes, nous les camps progressistes. Alors, mon exposé, je l'ai fait comme un exposé de formation. Pourquoi? J'ai commencé d'abord sur l'histoire de l'émergence du débat écologique et du fait écologique dans la vie politique dans le monde et en France et en Europe. Le deuxième temps, je l'ai plutôt consacré à un débat sur comment cette montée de la question écologique a interrogé la gauche et le débat social-écologie ou écosocialisme. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer comme analyse de tout cela? Ensuite, je me suis attachée à refaire un peu une chronologie des COP, de comment on en est arrivé à la COP 21, échec, etc. Puis, qu'est-ce qui va se débattre à la COP 21? Qu'est-ce qui est encore en négociation? Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP? Comment on pourra juger de sa réussite? Et puis ensuite, sur l'après-COP 21, de toute façon, ce ne sera pas à 100% réussi. Donc, il faudra quand même continuer, si je puis dire, à se mobiliser et le combat, mais dans quel sens? Et tu verras que c'est plutôt dans un sens de lier la contestation du système capitaliste contemporain dans la mondialisation libérale avec le fait écologique. Parce qu'il faut quand même constater qu'on a du mal à faire le lien entre les attentes populaires, les attentes sociales et la question écologique. Et plus il y a de problèmes, plus il y a de crises, plus la question écologique apparaît, en dépit des alertes, un peu au second rang au regard de l'urgence immédiatement perçue qu'est la question sociale. Mais c'est une erreur parce que c'est très lié. Alors, j'arrive pas à passer d'un truc à l'autre. On a dit qu'il suffisait que j'appuie. Voilà. Alors, j'ai essayé de revenir un peu à l'histoire. D'abord, comme tu le disais tout à l'heure, la question écologique n'est pas née du fait politique. Ça a été d'abord une question scientifique. Les scientifiques ont alerté sur la dégradation de l'environnement, de la planète, et d'ailleurs pas uniquement sur la question du changement climatique, qui n'a pas été la première alerte qui s'est manifestée.
Dans les années 70, il y a eu toute une contestation de la surconsommation, la dégradation du cadre de vie, et on a le rapport de Rome de 72, du Club de Rome, qui montre les limites du capitalisme et qui conteste le capitalisme avec les thèses de la limite de la croissance. Pour un petit brin d'histoire, quand j'ai adhéré au PS en étant dans ces années-là, en étant passionné du rapport du Club de Rome. Et à l'époque, j'étais au CERES. On voit l'évolution des choses. 71, crise pétrolière et débat sur le nucléaire. 74, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas vrai que dans les textes socialistes, cette question n'était pas présente. Si je vous invite à relire le programme Changer la vie, il y avait plein de choses sur la nature est dégradée, notre environnement est menacé, etc. Et on était dans un mécanisme beaucoup plus protestataire. Le premier fait politique, ça a été la candidature de René Dumont, qui était candidat au présidentiel, qui a fait 1,3%, qui est une entrée beaucoup par l'agriculture et le tiers-monde, parce qu'il y avait des grands mouvements tiers-mondistes. Au passage, tout le monde, oui, se le critiquait, mais il y avait aussi un petit problème, c'est que René Dumont, la terre ne saurait mentir, il y avait toute une histoire du lien. Lui, il avait été pendant la guerre, travaillé pour Vichy comme scientifique, et donc on était encore dans cette période où la réflexion sur la nature, la terre, était connotée, en France en particulier, d'une valeur idéologique par rapport à l'humanisme. Et néanmoins, c'est une des grandes questions qui va demeurer. La part entre l'humain et la nature, le pacte entre l'humain et la nature, est une des questions philosophiques que pose l'écologie et qui se posait quand même moins dans ces années-là. En tout cas, René Dumont a ouvert le champ de l'écologie politique. Alors les mouvements écologistes, ils naissent dans ces années 70 en Europe du Nord, plus tard en Europe, en Allemagne, etc. Le premier parti vert entre au Parlement en 83, mais c'est un parti vert pacifiste et alternatif. En Grande-Bretagne, c'est l'endroit où finalement il y a le premier parti vert d'Europe, en 73, mais en même temps, c'est pas un parti qui a eu un succès fou en Grande-Bretagne. Donc le mode de scrutin, on le voit si on analyse un peu les choses, aura été déterminant pour que ces partis émergent au niveau de chacun des pays. Parce que si en Grande-Bretagne ils n'émergent pas, c'est que le mode de scrutin fait que c'est le premier arrivé en tête. Donc vous avez beaucoup de trucs. Plus il y a de proportionnel, plus l'émergence de ces courants a pu s'inscrire dans le fait politique des pays. Donc 79, première liste écologiste au Parlement européen. Or, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le Parlement européen et l'Union européenne vont jouer un rôle d'alerte pour les politiques suivies et souvent d'anticipation. Ça va être le lieu qui va déclencher les politiques environnementales les plus offensives pendant longtemps, c'est moins le cas maintenant. Alors c'était paradoxal parce que jusqu'à Maastricht, c'est-à-dire 93, 12, l'environnement n'était pas une compétence communautaire. Donc moi j'étais à l'époque en 84, j'étais au Parlement européen, il y avait une commission environnement, ce qu'il n'y avait nulle part ailleurs en France. Et ce n'était pas de notre compétence. Donc, on a dû traiter cette question de l'environnement au titre soit de la santé, qui était un élément de la politique communautaire, soit de la concurrence. Et ça va matricer assez fortement les arbitrages dans les directives européennes, puisque c'est souvent au titre de la concurrence que de la libre concurrence, d'où l'importance des normes. Puisque, pourquoi les normes se développent dans le libéralisme, c'est comme il doit y avoir une concurrence libre et non faussée, il faut que les normes soient les mêmes partout. Et du coup, les normes environnementales sont vite apparues comme un enjeu des politiques européennes. Donc même si l'Europe ne traitait pas de l'environnement directement dans ses compétences, pour mettre des politiques environnementales, elle a intervenu très fortement sur les normes très, très tôt. Donc, le changement, alors il y a une grande différence entre l'Europe du Sud, entre le nord-est et le sud-ouest sur la mobilisation environnementale. Pour ça, vous rappelez, il y avait par exemple en Allemagne d'immenses manifestations contre les pluies acides. En France, les Vosges avaient beau être atteintes, plus modestement c'est vrai, les gens bougeaient que modérément, quoi,
Donc il y a eu un gros effort, un gros décalage. Alors à l'époque, le changement climatique n'est pas le premier point qui apparaît. C'est les pollutions chimiques, c'est les pollutions industrielles, c'est la déforestation, c'est les pollutions de l'eau, la qualité de l'air plutôt en ville. Je me rappelle avoir été le plomb dans l'essence. Quand j'ai voté la directive contre le plomb dans l'essence, j'ai reçu un fax, parce qu'à l'époque c'était encore les fax, de la CGT et du CNPF. Le même texte pour m'expliquer que j'étais en train de tuer l'industrie automobile française. Ce à quoi je leur avais répondu, si c'est la directive qualité de l'air qui veut la tuer, elle est déjà morte. J'espère que non, point. Donc, donc je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut faire attention de ne pas être monomaniaque en fonction des périodes. On sait que les enjeux environnementaux sont variés, et il y a des enjeux le changement climatique est un enjeu majeur, mais la qualité de l'eau est un autre enjeu qui n'est pas que lié aux océans. Car si le changement climatique impacte sur la sécheresse, impacte sur l'acidification des océans, la pollution humaine dans l'eau, des nappes phréatiques par le nitrate ou des rivières, des trucs, va s'injecter dans les océans, la qualité du poisson, de la nourriture. Donc je dis ça parce que c'est souvent un argument qu'utilisait Allègre, qui est contre, donc vous savez sa position, mais sur ce point il a raison, ça n'est pas la seule question écologique à traiter. La biodiversité et la qualité de l'eau sont connexes, liées, mais à traiter en tant que telles. Ensuite, il faut donc les prioriser, il faut arriver à prioriser tous ces enjeux et il faut avoir une analyse critique. Ça me paraît un point important parce qu'il faut se méfier des certitudes avérées. Certes, je reviendrai, le GIEC, et c'était important, qui a un fondement scientifique, avec une communauté scientifique diversifiée qui se met d'accord sur une forme de consensus des savoirs, des connaissances et des analyses. Pour autant, c'est toujours utile qu'il y ait de l'analyse critique par rapport à cela. Après, ça n'empêche pas que ça doit rester une critique scientifique et pas une espèce de croisade politique de défiance par rapport aux faits. Mais la certitude scientifique dépend aussi de la perception à chaque période des menaces, des dangers, des connaissances, des savoirs. Donc, j'y tiens parce qu'il ne faut pas non plus être khmer vert. Donc, ensuite, je pourrais vous donner plein d'exemples avec nos collègues allemands au Parlement européen, avec des espèces de certitudes sur des méthodes, et on s'est rendu compte a posteriori que c'était pas aussi sûr et que les pratiques qu'il y avait par exemple en France sur l'eau étaient largement aussi efficaces. Enfin bon, il faut se méfier des hyper-certitudes. Mais en même temps, au bout d'un moment, il faut que la démocratie tranche. Hein. Si on se trompe, ça peut arriver, il faut sûrement démocratiquement décider. Alors, en France, donc 71, Premier ministre de la protection de la nature et de l'environnement, Robert Poujade, c'est en fait un gouvernement Chaban-Delmas. Hein, et une administration, ce qui est important parce que des ministres sans administration. La gauche mobilisée très tôt sur ces sujets, contrairement à ce qu'on peut dire, avec quand même une polarisation entre une deuxième gauche plutôt écolo, tiers-mondiste, mondialiste, et une première gauche plus croissance, industrie, etc. Mais aussi de nombreuses actions citoyennes. Fleurissent les fédérations d'associations d'environnement, les mouvements alternatifs sur la surconsommation, donc beaucoup d'actions citoyennes. Ces tendances s'opposent et cherchent des synthèses difficiles. Par exemple, la synthèse dont on ne se rappelle pas, c'est que le débat sur le nucléaire au PS, en 82, oppose ces deux tenants. Chevènement pour plus de nucléaire pour atteindre des objectifs de croissance et d'indépendance nationale, qui laisse déposer un amendement disant beaucoup plus équilibré. Alors, il y avait peu d'opposition, on arrête tout. Hein, c'était quand même plutôt moins, et en tout cas pas foncer tête baissée vers des nouveaux investissements vers le tout nucléaire. Les militants consultés ont voté pour la deuxième. Et pour autant, on a ouvert de nouvelles centrales, notamment Goldfish à l'époque. Évidemment, on n'a pas ouvert Plogoff, puisque l'engagement de Mitterrand était en 81 de ne pas ouvrir Plogoff. Il
Il faudra attendre 92 pour qu'au sein des gouvernements de gauche, le ministre de l'Environnement soit socialiste. C'est Ségolène Royal. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la tendance naturelle qu'a une autre partie, ça a été de sous-traiter l'écologie à ses alliés. Alors, Huguette Bouchardot, c'est le PSU à l'époque, les Verts n'étaient pas encore... Alors, j'ai été, peu de gens s'en rappellent, la première secrétaire nationale adjointe chargée de l'environnement au PS. Parce qu'au congrès de Bourg-en-Bresse, la motion que j'avais présentée traitait pour moitié de la question écologique. En 1984, on fait la première conférence nationale du PS sur l'environnement avec Huguette Bouchardot, alors ministre. Ségolène Royal était à l'époque conseillère à l'Élysée sur ce sujet. Mais déjà, on voit bien politiquement l'attente de notre base sociale d'arriver à trouver une articulation entre la question sociale, économique et l'emploi et la question environnementale pour lever l'antagonisme emploi-écologie. Cet antagonisme emploi-écologie va durer longtemps. J'ai été à la manifestation dans le Pas-de-Calais de l'usine, comment elle s'appelait cette usine de plomb, là, les batteries, Métal Europe. J'ai été à la manifestation, les copains écologistes qui étaient à côté de moi se faisaient insulter. C'est à cause de vous qu'on n'a plus de boulot. Parce qu'à force de les faire chier sur l'environnement, ils ont fermé l'usine. Non, les gens, ils ont dit cancer. Et voilà, non, mais bien sûr qu'évidemment, j'avais beau leur dire, mais vous vous rendez compte pour l'avenir de vos enfants, ils peuvent avoir de graves perturbations. Et de toute façon, ils l'auraient fermé pour une autre raison. Ils avaient décidé d'investir sur d'autres territoires. Bref, il n'en demeure pas moins que c'est un antagonisme qu'il faut continuer à lever. Alors, le choix des mots et la réalité des enjeux. Comme tu l'as dit, en dessous du sigle PS, il écrit social écologie. Sauf que, dans la charte que nous avons votée, on a mis éco-socialiste. Et c'est pas neutre, parce que, en fait, ces deux concepts sont en fait un peu différents. Et on voit qu'on est toujours en train de tâtonner sur les concepts. Social-écologie, éco-socialisme, développement durable, j'en reviendrai tout à l'heure. Or, chaque terme a déjà plus ou moins été préempté par soit des associations, soit par des forces politiques. Social-écologie ou écologie sociale a été plutôt à l'origine portée par des mouvements anarchisants, critiquant la société capitaliste et de consommation, plutôt dans ce qu'on appelait les alternatifs, promouvant un nouveau mode de développement, de vie, posant la question de la démocratie, de l'impasse démocratique, disant qu'elle ne prenait pas, la démocratie ne pourrait pas régler, mais en même temps, la démocratie représentative, donc elle allait vers de la démocratie plus directe, plus locale, etc. Et aussi avec tout un débat sur la question de la domination homme-nature, homme-homme, plutôt que la question économique, de culture plus marxiste, que l'éco-socialisme va être davantage une forme historique de contestation du mouvement capitaliste comme une impasse supplémentaire dans le système. Donc, dans cette analyse, on ajoute la dimension écologique. C'est deux familles qui sont, à mon avis, excessivement... Ça n'est pas la réalité, n'est pas aussi nette. Et d'ailleurs, je vous ai mis sur les vidéos, mais on ne va pas parler pendant 2 heures, deux comparaisons. Murray Bookchin, qui a été le maître de l'écologie sociale, et l'écosocialisme qui a été porté par Joël de René, James O'Connor, qui eux pensent que le capitalisme vert est impossible, qui refusent la marchandisation de la nature, qui considèrent que les mesures de régulation interne à la logique capitaliste sont inefficaces pour protéger l'environnement, qui estiment qu'en plus de l'antagonisme capital-travail, il y a un antagonisme entre capital et nature. Donc, pour ma part, je pense que nous situons plutôt notre courant, plutôt dans cette philosophie, si j'en crois le mouvement qui est en cours. Sauf que dans cette affaire, faut-il encore ne pas croire et se dispenser de remettre en cause et de considérer que ça va naturellement, puisqu'on conteste le capitalisme, naturellement on va trouver les bonnes solutions écologiques, car ça n'est pas vrai, et je vais vous expliquer pourquoi je le pense. Je voudrais parler du développement durable parce que ça a été pendant un moment le mot référence.
Pourquoi? Parce que justement, quand on a voulu chercher un concept qui fédère la question de la crise écologique de la planète, des inégalités de développement, de l'injustice sociale et la nécessité de conserver une certaine croissance, car les tenants de ces thèses ne sont pas pour la croissance zéro ou pour la décroissance, et en y ajoutant une question démocratique, parce qu'il paraissait important que les peuples soient associés directement et maîtres d'une décision qui les concerne, le concept qui est né, il est né en 92 au sommet de Rio, en fait un peu avant. C'est une social-démocrate norvégienne, Gro Harlem Brundtland, qui a fait un rapport devant les Nations Unies et qui a essayé de développer ce concept plus fédérateur que celui de lutte contre la pollution, de développement durable, surtout plus fédérateur pour les pays du tiers-monde qui ont très vite dit « mais vous êtes sympathiques, les pays développés, de nous dire qu'il faut arrêter, mais c'est vous qui avez créé les problèmes et c'est nous qui devons limiter notre développement ». Donc on a vu que c'était une question, sauf que ce concept, comme il est assez flou, il a plein de paramètres, et ben chacun met le curseur où il veut. Et on voit que les libéraux ont commencé par, comme la droite ou les grandes entreprises, au nom du développement durable, négliger un peu de l'écologie pour mettre un petit peu plus d'économie, etc. Et du coup, ce concept, il faut bien le dire, a perdu beaucoup de sa crédibilité. Alors, je développe un peu le concept de développement durable. Bon, vous le connaissez sans doute, et en tout cas, j'ai essayé de le faire. Alors, j'ai mis la charte des socialistes simplement pour vous dire, nous voulons bâtir un éco-socialisme. Donc, ça n'est pas la social-écologie qui est vrai. Sauf qu'il faut bien dire qu'à l'intérieur, quand vous lisez, c'est assez confus comme concept. C'est un peu, on y met tout et n'importe quoi. Voilà, simplement, je tiens à ce qu'on se batte sur les mots, puisqu'ils passent leur temps à nous dire qu'il faut tenir le vocabulaire, c'est écosocialisme. Vous voyez bien que social-écologie, c'est l'écologie qui est en un, qui est le mot, et dans l'autre, c'est le socialisme qui est le mot. Comme tout est fait dans la période pour essayer de tuer l'idée socialiste, je me permets de tenir à ce vocabulaire. Alors, j'ai voulu essayer très rapidement de montrer que la question écologique et celle du changement climatique nous permet de revisiter les fondamentaux socialistes et républicains. Car je ne crois pas qu'ils soient antagonistes, sauf sur quelques points à la fin où effectivement il y a des mutations assez majeures à faire. Mais j'interviens d'abord sur le concept de bien commun, de bien et de service public. Parce que, à partir du moment où le climat est un enjeu démocratique collectif, que l'air doit être géré pour nous permettre de respirer, on sort de ce qu'était historiquement la nature dans le droit. La nature, c'était res nullius. Et on voit bien que ça devient res publica. Alors c'est un bien commun et un res publica. Parce que, pourquoi c'est important de revaloriser cette idée? Parce que on arrive devant la question de soit entre la res nullius et le marché, il faut qui est de dire, après tout, l'air est rare, l'air est pollué, il faut le rendre marchand. Hein. On voit bien que la limite de faire payer l'air, hein, d'ailleurs on ne fait pas payer l'eau en France, on fait payer les services pour dépolluer l'eau, je rappelle, même cela devrait être public. Mais c'est très important de redéfinir le fait qu'on est sur une même planète, que c'est un bien commun, que c'est un bien public qui doit donc être décidé et géré par l'ensemble des humains concernés. Bon. Dans une période où on était dans l'hyper-individualisme, dans le tout marchand, je crois que c'est important de montrer que l'écologie fait ressurgir cette notion avec force. Deuxièmement, l'internationalisme, qui est non seulement qu'on appartient à l'humanité, mais l'écologie ajoute une autre idée, c'est qu'on est fondamentalement interdépendants. L'interdépendance est inéluctable entre les hommes, et donc ça suppose d'établir un nouveau pacte avec la nature. Parce que cette indépendance, c'est la manière dont la nature évolue, qui fait que cette interdépendance nous unit de façon inéluctable, dans le temps, dans l'espace.
Alors, on voit qu'à l'évidence, ça repose la question du développement nord-sud. Voilà, attendez, il ne faut pas que je bouge trop. Alors, après, la deuxième chose qu'on voit bien, et que là, on se rend compte des débats, c'est tout le débat sur le long terme. Je rappelle que Rocard a raison de dire le marché est myope. Il dit le marché fait du court terme. Il arbitre, il ne porte pas les enjeux de long terme. Donc on voit bien que ça revalorise l'idée qu'il faut des outils pour porter le long terme. Et on restaure sans doute, ce que moi je regrette qu'on ne le fasse pas assez idéologiquement, la nécessité d'une planification. Mais vous verrez quand on va parler de la COP 21, on va y arriver d'une manière soft, si je puis dire, de la soft planification. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a un objectif pour 2100, il y a un objectif pour 2050, mais les gars, si on attend 2050, il faudrait quand même qu'il y ait des objectifs intermédiaires. Donc c'est tout un des débats qui va avoir lieu, c'est quels objectifs intermédiaires, comment on les suit, comment on les fixe, comment on évolue. Ça s'appelle une planification. Après, évidemment, ce n'est pas le Gosplan, mais la planification à la française n'a jamais tué nos libertés publiques. Alors, ensuite, il y a un sujet important qui est le combat contre les inégalités. Alors, je vous suggère de lire toute une série de textes qui ont été faits, et je trouve qu'un des plus intéressants, c'est celui de Laurent Éloi. Je ne sais pas si c'est Éloi Laurent son nom, mais bon. Que vous trouverez sur la Fondation Hulot, qui est économiste de l'OFCE. Je ne veux pas être trop longue sur ces sujets-là, mais il apporte à notre... Vous savez, on a traditionnellement, c'est les plus pauvres qui sont touchés le plus par l'environnement, par les crises environnementales. Mais il explique que par nature, une société inégalitaire produit du gaspillage. Parce que quand les riches se surconsomment, captent les richesses, comme il y a une forme de mimétisme qui s'opère chez les autres, il n'y a pas de raison que l'attente de croissance pour atteindre un niveau comparable, mais même sans être comparable, correct, considéré comme pas trop décalé de la grande masse, fait de la surcroissance nécessaire, donc du gaspillage et de la surconsommation. Autant on doit défendre l'idée de croissance, autant il n'y a pas besoin d'avoir une surcroissance par rapport aux besoins humains, sans compter qu'il y a une mauvaise allocation des fruits de la croissance. Et puis il y a une deuxième chose qu'il explique assez bien, c'est le cycle des inégalités, qui fait que plus on a de l'inégalité environnementale, plus il y a des problèmes de santé, plus la résilience, c'est-à-dire la capacité de faire face aux chocs environnementaux, sont faibles. Là, il y a des tas d'études qui ont été menées. Alors, je vous ai donné je vous ai donné quelques éléments de ces textes, et notamment des études qui ont été faites aux États-Unis sur ce lien entre inégalité et changement climatique. Alors, le troisième, dans les fondamentaux, il y a le prix bas du politique et la démocratie, puisque le choix est global et qu'il faut faire émerger l'intérêt général. Qui peut faire émerger l'intérêt général? La démocratie. Le seul problème, c'est qu'au niveau mondial, nous n'avons pas d'organisation politique démocratique. Et donc, il faut à la fois que la démocratie soit très proche de chacun, et en même temps, il faut s'interroger sur l'avenir de l'organisation de la planète et, si je puis dire, de la gouvernance mondiale à la démocratie participative. Tout l'enjeu est là. Alors, il y a tout le débat sur l'éducation. Bon, je vous ai déjà dit ce que je pensais sur la nécessité de l'esprit critique. Mais comme on est dans la question écologique, comme dans beaucoup de problèmes de société, il n'y a pas le tout sûr, tout faux. Il n'y a pas le zéro risque. C'est sans arrêt de l'arbitrage, sans arrêt de l'équilibre, sans arrêt de l'observation de l'évolution. Et vous voyez bien qu'il peut y avoir une très forte vulnérabilité si les gens ne sont pas éduqués à ces problèmes. On leur fait peur, on joue sur la peur et on les oriente dans une direction avec des lobbies puissants qui s'accaparent ces sujets. Avec toute la thématique du catastrophisme dont on ne peut pas nier l'impact idéologique qu'il a sur les populations.
Contrairement à ce qu'on peut croire, alors moi je suis convaincue, plus il y a de catastrophisme, plus les couches populaires décrochent. Pour une raison simple, c'est que s'il n'y a pas d'avenir radieux pour eux, que déjà leur présent est terrible, ils sont dans une dépression, enfin dans une, j'allais dire une mer de noir. Et donc l'immédiat est la seule préoccupation. Et après, du coup, aller leur demander de faire des gestes civiques pour etc., eh ben, vaut de la galère. Hein. Donc l'impuissance et le catastrophisme, les peurs, ne sont pas les bonnes méthodes. D'où l'importance d'une analyse critique mais positive de comment on peut agir. Hein. Alors l'autre dans les autres fondamentaux, il y a la thématique de la satisfaction des besoins et s'attaquer à tous les gaspillages, refuser la marchandisation de la nature. Alors le point qui me paraît un des points les plus importants qu'on va voir dans la COP21, c'est la question du juste échange contre le libre-échange. Le libre-échange accroît les pollutions, accroît les risques et les menaces de changement climatique. Donc, il faut se battre pour le juste échange, j'en parlerai après. Alors, ça suppose aussi de redéfinir le concept de progrès avec des nouveaux indicateurs de développement humain et écologique. Et on a tous les débats sur l'empreinte écologique, l'empreinte carbone. Il faut l'indice de développement humain. On voit bien que le PIB ne peut pas être notre boussole pour indiquer l'orientation de notre économie. Alors par contre, l'exigence écologique met aussi en cause certaines idées. Bon, le fait qu'on avait des ressources infinies, le productivisme, hein, la Terre est un puits sans fond, on va toujours trouver de quoi répondre aux besoins de l'humanité. Même la formule de l'international, hélas, la finitude de l'espèce humaine et de l'espèce, le soleil ne brillera pas toujours, à moins qu'on trouve une solution pour le recharger en énergie. Ce qui, si vraiment j'avais du temps, et si j'étais, je pense, c'est quand même une des grandes questions que j'aimerais pouvoir voir résoudre, mais pour l'heure, ça ne semble pas être le cas. Et en même temps, voilà, donc, il y a toute cette foi innée dans la nature, l'infinitude de la nature. Deuxièmement, par contre, il y a certains scientisme et une foi aveugle dans la science. Hein. Il y a un problème et on trouvera bien une solution un jour. Ça, je dois dire, c'est assez français. Hein. Je me rappelle au Parlement européen, les Allemands, quand il y avait un nouveau problème, ils étaient même, à notre avis, beaucoup trop pessimistes. Ils disaient toujours, oh là là, ça va être la catastrophe. Nous disions, mais non, on va peut-être trouver une solution. C'était